situation confuse au Zimbabwe où l'armée a pris plusieurs points névralgiques ce mercredi. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est dit contre tout changement de régime constitutionnel. Au Nigeria, les familles des 3 enseignants de l'université de Maiduguri, détenus depuis fin juillet par Boko Haram, ont défilé dans les rues d'Abuja. Ils demandent plus de transparence à propos des négociations pour leur libération. Enfin, le mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire initie du 15 au 20 décembre les assises de la réconciliation nationale. Le point à suivre dans cette édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà pour les titres. On ouvre cette édition par des nouvelles du Zimbabwe. L'armée a placé ce mercredi le président Robert Mugabe en résidence surveillée et pris le contrôle de la capitale Harare lors d'une opération visant, selon elle, les criminels qui entourent le plus vieux dirigeant en exercice au monde, âgé de 93 ans. Le président Robert Mugabe a affirmé au téléphone à son homologue sud-africain Jacob Zuma qu'il était détenu par l'armée qui a pris le contrôle de la capitale de son pays, ont rapporté les autorités sud-africaines. En outre, le président sud-africain a dépêché 2 de ses ministres au Zimbabwe pour s'entretenir avec le président Mugabe ainsi qu'avec l'armée. Fidèle soutien de Mugabe, le président Jacob Zuma s'est déclaré hostile à tout changement de régime inconstitutionnel chez son voisin. Au Zimbabwe, des officiers ont annoncé être intervenus pour éliminer des criminels dans l'entourage du chef de l'État engagé dans un bras de fer sans précédent avec l'armée après le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa. Dans un message lu à la télévision nationale, un général de l'armée a toutefois expliqué que cette opération n'était pas un coup d'État contre le gouvernement. Les détails. Au Zimbabwe, des officiers de l'armée ont annoncé être intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe. Dans un message lu à la télévision nationale, ils ont expliqué que cette opération n'était pas un coup d'État et assuré que le chef de l'État et sa famille étaient sains et saufs et en sécurité. Des échanges de tirs nourris ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi près de la résidence privée de Robert Mugabe. Mercredi matin à Harare, des blindés de l'armée contrôlaient les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir et au bureau où le chef de l'État réunit son gouvernement. L'entrée en scène de l'armée intervient en pleine crise ouverte entre le président Mugabe et le chef de l'armée après le limogeage la semaine dernière du vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa, potentiel successeur de Robert Mugabe. Mardi, le chef d'état-major, le général Constantino Chiwenga, avait déjà mis en garde, annonçant que l'armée pourrait intervenir si la purge ne cessait pas au sein du parti présidentiel. Au Nigeria, les populations continuent par souffrir des affres de la secte islamiste Boko Haram. Les familles de 3 enseignants de l'université de Maiduguri, détenus depuis fin juillet par Boko Haram, ont défilé dans les rues d'Abuja. Ils demandent au gouvernement plus de transparence à propos des négociations pour leur libération. Suivons la porte-parole du mouvement Bring Back Our Girls ainsi que des parentes des enseignants détenus. Quand il a été enlevé, si vous regardez la vidéo que Boko Haram a sortie, c'était le professeur de celui qui parlait. Sa femme était enceinte au moment de l'enlèvement. Elle a accouché. L'enfant ne sait pas qui elle perd. Elle n'a entendu personne lui dire où est son mari. Nous tenons à rappeler à Monsieur le Président Muhammadu Buhari qu'aujourd'hui, 14 novembre 2017, le docteur Solomon Youssouf, Monsieur Youssouf Ibrahim et Haruna Daché sont en captivité depuis 112 jours. En tant que famille, nous sommes très inquiets de leur sécurité. Le gouvernement n'a pas été franc sur l'état des négociations présumées. Tous les jours, je ne peux pas passer un moment sans penser à Youssouf. Mes larmes refusent de sécher. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. En
Bref, en image, au Togo, une délégation ghanéenne composée d'émissaires du président ghanéen Nana Akufo-Addo a entamé depuis hier à Lomé des discussions avec les protagonistes de la crise togolaise. La délégation ghanéenne, conduite par le ministre ghanéen de la Sécurité, a pu rencontrer des représentants de la coalition de l'opposition avec à sa tête le chef de file Jean-Pierre Fabre. La mission devrait aussi rencontrer, outre le gouvernement, l'Union pour la République, unir le parti au pouvoir et les membres de la société civile. Par ailleurs, l'opposition togolaise a qualifié mardi de déclaration de guerre les récents propos du président Faure Singbe, accusant ses détracteurs d'être responsables des violences des récentes manifestations. Elle réclame une enquête internationale sur les crimes qui se produisent au Togo. Dans la même veine, les autorités congolaises, elles ont prévenu qu'elles disperseraient ce mercredi toute manifestation, ce alors que l'opposition et des mouvements citoyens tentaient de mobiliser la population contre le calendrier électoral qui prolonge de fait de plus d'un an le pouvoir du président Joseph Kabila. Kabangué, plus de précisions à travers cet élément. Le gouvernement a dénoncé une frange de l'opposition qui se livre à des actes d'incitation au soulèvement populaire, essentiellement dans certains quartiers de Kinshasa, de Lubumbashi et de Goma, dans un compte rendu d'une réunion du Conseil des ministres mardi soir. Le gouverneur nous a donné l'ordre de disperser toutes les manifestations. Tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé, a prévenu mardi le chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo. Un des organisateurs de la journée de mercredi, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, a dénoncé une répression programmée. À Kinshasa, la circulation est plus fluide et la plupart des écoles sont fermées. La ville ne fonctionne pas normalement selon un taxi-moto. Des policiers anti-émeutes sont visibles en ville. À Goma, à 2000 km à l'est de Kinshasa, les écoles et les marchés sont également fermés et les forces de police sont présentes. Dans l'autre grande ville du Kivu, Bukavu, boutiques, magasins, écoles, banques et transports en commun fonctionnent normalement. La télévision d'État a relayé un message du gouverneur invitant la population à vaquer à ses occupations quotidiennes. La mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, avait mardi exhorté les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales, dont la liberté de réunion et de manifestation. La MONUSCO rappelle également aux citoyens que le droit de manifester implique de s'abstenir de recourir à la violence sous toutes ses formes, ajoutait la force onusienne. Publié le 5 novembre, le calendrier électoral prévoit des élections le 23 décembre 2018. La Tunisie peine à faire appliquer une loi adoptée l'an dernier pour garantir les droits des prévenus pendant la garde à vue. C'est pourtant un test clé encore très peu connu des citoyens, à en croire 2 ONG qui sont montées au créneau ce mardi. Les images. Cette législation entrée en vigueur à l'été 2016 avait été saluée comme une grande avancée en matière de droits de l'homme. À l'exclusion des crimes relevant de la loi antiterroriste, elle donne notamment le droit à la présence d'un avocat dès le début de la détention et réduit la période maximale de garde à vue à 48 heures, renouvelable une fois selon les cas, contre 72 heures auparavant. Mais de juin 2016 à mars 2017, dans les postes de police, moins de 20% des prévenus seulement ont bénéficié de la présence d'un avocat selon des chiffres officiels. En cause, une population mal informée et une coordination encore lacunaire entre les principaux acteurs du système pénal, selon l'ONG Avocats sans frontières et l'Ordre national des avocats de Tunisie. C'est la clé d'accès à un procès équitable pour toute personne devant se confronter à la chaîne pénale. Nous l'avons considéré comme une petite deuxième révolution quand cette loi a été adoptée et un véritable marqueur de la transition démocratique en Tunisie. Ces 2 organisations ont lancé mardi, en coordination avec les autorités, une campagne de sensibilisation à l'adresse des Tunisiens. Affichage, caravane dans le Grand Tunis, spots télévisés et mini-carnets rédigés en dialecte tunisien résumant les droits pendant la garde à vue.
Le mouvement Action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, MACRECO-CI, initie du 15 au 20 décembre 2017 à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, les assises de la réconciliation nationale. Pour les membres de cette association, sans réconciliation, il n'y aura point d'élection apaisée en 2020. Images son. Dans les rues d'Abidjan, ils sont encore nombreux ces Ivoiriens qui semblent préoccupés par la situation sociopolitique à 2 ans des élections présidentielles de 2020. Franchement, il y a des tensions au niveau même de la tête de l'État et c'est préjudiciable au concept même de la réconciliation. Les membres de cette association basée à Abidjan ont pu recueillir 1 million de pétitionnaires. Ce sont des Ivoiriens estimant que la tenue des assises de la réconciliation en Côte d'Ivoire est plus qu'une nécessité. Il y a des acquis, mais il y a encore beaucoup de rancœur. Et justement, ces assises vont venir ouvrir des nouveaux chantiers pour qu'on puisse essayer d'exhumer, de vider nos rancœurs et se mettre en marche avant les élections. Le mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire s'est engagé depuis le 2013 à mobiliser les ressources humaines et financières pour créer un cadre de rencontre et de dialogue. Soro Guillaume, vous parlez de Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Nous notons la bonne disposition d'esprit derrière la réconciliation. Mais il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. On ne peut pas dire je demande pardon. Il faut avoir quelqu'un en face pour recevoir ce pardon, pour dire ouais, j'ai compris votre pardon. Je vous pardonne. Selon les membres de cette association, ces assises de la réconciliation en Côte d'Ivoire sont annoncées pour le 15 et 20 décembre 2017 à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Alors que les Philippines s'enlisent dans les problèmes des droits de l'homme, le chef de l'État, Rodrigo Duterte, se veut rassurant. L'autorité assure aux 15 autres pays présents au sommet de l'Asie orientale que leurs problèmes sont connectés. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau n'a pas caché mardi avoir évoqué auprès du président philippin un problème crucial. Il est question des graves violations présumées des droits de l'homme commises dans le cadre de sa sanglante guerre contre la drogue. Comme je l'ai dit au président Duterte, nous sommes inquiets au sujet de la situation des droits de l'homme. Avec les meurtres extrajudiciaires, j'ai insisté sur le besoin de respecter l'état de droit et, comme toujours, offrir l'aide du Canada en tant qu'ami pour aider à avancer sur ce qui est un véritable défi. Le président était réceptif à mes commentaires et c'était un échange cordial et positif. Cette déclaration intervient au lendemain d'une rencontre bilatérale entre Duterte et son homologue américain Donald Trump, lequel n'a, selon le gouvernement philippin, pas dit un mot des accusations de meurtre commis dans le cadre de cette campagne controversée contre les stupéfiants. Rodrigo Duterte, de son côté, a assuré aux 15 autres pays présents au sommet de l'Asie orientale que leurs problèmes sont connectés. Notre région fait face à des défis complexes que peut-être peu d'entre vous auraient imaginés il y a quelques décennies. Les développements technologiques et une région plus ouverte au niveau économique ont fait en sorte que nos sociétés sont désormais plus connectées. Donc, nos problèmes sont connectés. Les effets de la migration, de la dégradation environnementale et les conflits armés dans une équation peuvent maintenant avoir des répercussions à travers le monde. Duterte, 72 ans, avait été élu après avoir promis d'éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre jusqu'à 100 000 trafiquants et toxicomanes présumés. Le président reste très populaire auprès des Philippins qui estiment que la sécurité s'est améliorée grâce à son action. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.